Tonton Macron et Tata Merkel se sont rencontrés récemment. Après force embrassade pour montrer l'amour inestimable qu'ils se portent mutuellement, ils se sont enfermés et là, abracadabran, 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 je sors du chapeau 500 milliards d'euros. Et oui, ils ont décidé tous les deux, sans d'ailleurs consulter les autres pays de l'Union européenne, qu'il fallait un plan de relance européen de 500 milliards d'euros. Pourquoi 500? Pourquoi pas 800? Pourquoi pas 1000? C'était 500 le chiffre qu'ils ont arrêté. Eh bien, cela ressemble furieusement à ce que l'on appelle un plan de relance keynésien. Après la crise de 29 aux États-Unis, l'économiste Keynes avait proposé qu'on relance l'économie par une politique de grands travaux. Il fallait donc endetter l'État fédéral et que l'État fédéral lance une série de grandes entreprises, de grands travaux permettant de résorber le chômage et donc de développer la consommation et donc de développer l'économie tout court. C'était le fameux plan keynésien d'avant-guerre aux États-Unis. Aujourd'hui, beaucoup d'économistes doutent en fait de la qualité de ce plan et beaucoup d'économistes aujourd'hui pensent que sans ce plan de relance, l'économie américaine se serait peut-être redressée plus rapidement. Nous ne le saurons jamais car la guerre de 39-45 a immédiatement bousculé les fragiles équilibres et nous ne saurons jamais finalement ce qu'a donné le plan de relance keynésien sur la durée longue. Quoi qu'il en soit, nos amis Macron et Merkel ont décidé de faire un plan de relance keynésien. Pour la France, cela correspond quand même à un effort de 100 milliards d'euros. Or, ce plan de 500 milliards, il est basé évidemment sur de l'endettement. Il va y avoir un endettement supplémentaire de 500 milliards d'euros au niveau de l'Union européenne que l'on va injecter dans les pays. Par le biais de l'Union européenne, bien sûr. En France, cela correspond à un endettement supplémentaire de 100 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien. Cela signifie en clair que la France, qui déjà flirte probablement autour des 2600 milliards d'euros de dette, va avoir 100 milliards d'euros de dette supplémentaire, auquel il faudra ajouter l'effet de la dette coronavirus. Nous nous acheminons très rapidement vers les 3000 milliards d'euros de dette publique en France. Cela est magnifique. Alors, petite question, pourquoi passer par l'Union européenne? Finalement, il aurait mieux valu que ces 100 milliards soient directement dans la France et affectés à des projets français. Car qui, mieux que les Français, savent ce qu'il faut faire pour la France? Non, il a été décidé de passer par l'Union européenne technocratique qui sûrement saura mieux gérer nos 100 milliards d'euros que nous-mêmes. C'est ce que l'on appelle l'idéologie européiste. Mais d'ailleurs, Manuchon ne s'est pas arrêté là, car au cours de cette fameuse discussion qu'il a eue avec Merkel, il a tambouriné sur le fait qu'il fallait mutualiser le système de santé européen. Bien sûr, le système de santé français s'écroule de décennie en décennie. Au lieu de le redresser parce qu'un président de la République a les pouvoirs tout de même de redresser un secteur en difficulté, non, nous allons confier ça à l'Europe. Les européistes, l'idéologie européiste, quand les choses vont mal, on les confie à l'Europe. Cela fait des dizaines d'années que l'on détruit méthodiquement la médecine française. Nous allons mutualiser tout cela au niveau de l'Europe, ce qui, en réalité, consiste à faire qu'un malade s'allie à un malade. Ce n'est peut-être pas la meilleure solution, mais quand on ne sait plus quoi faire, voilà le genre de politique que l'on mène. Décidément, l'idéologie de l'Europe technocratique, de l'Europe qui a toutes les manettes en main et qui va bientôt écraser les nations au profit d'une instance centralisée décisionnaire, se profile à grande vitesse, sauf si les peuples, un jour, se rebellent contre cette idéologie folle. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à demain et vous souhaite une excellente soirée. Édouard Philippe l'avait décidé au début du mois de mai, il n'y aurait pas de réouverture d'église pendant le mois de mai 2020. Foi d'Édouard Philippe.
c'était la décision du Premier ministre. Si vous vouliez vous acheter du parfum chez Sephora, aucun problème, vous allez chez Sephora, vous vous parfumez, vous sentez bon, la vie est belle. Vous voulez vous acheter des côtelettes de porc, du saucisson, de la viande de porc bien frite, vous allez chez Carrefour, vous achetez de la viande de porc, vous vous goinfrez de viande de porc, aucun problème, tout va bien. Mais si vous voulez aller à la messe, il n'en est pas question. Non, mais des fois quand même, on ne va pas permettre aux catholiques d'aller à la messe, il ne faut pas pousser mes mères quand même. Bien. Cela dit, un certain nombre de personnes ou d'institutions se sont mis en branle. Et que s'est-il passé? Des paroissiens d'une paroisse de la ville de Metz, suivis par Civitas, suivis par le Parti chrétien-démocrate et suivis par quelques autres, ont saisi le Conseil d'État pour grave atteinte à la liberté religieuse. Et là, miracle, le Conseil d'État a donné raison à ceux qui l'ont saisi. Le gouvernement portait gravement atteinte à la liberté religieuse et avait une grosse semaine pour changer sa réglementation sur le sujet de la fermeture des églises. Et voilà pour Doudou Filou. Doudou Filou était désavoué. C'est quand même une très belle victoire. Bon prince, le Conseil d'État, ne voulant pas absolument désavouer le Premier ministre, indiquait que le gouvernement avait une grosse huitaine de jours pour modifier sa réglementation. Une huitaine de jours, ça mène à fin mai, on est presque dans le calendrier du gouvernement. Donc c'était une belle victoire théorique, mais reconnaissons-le, une petite défaite sur le côté pratique. Cela dit, ne nous gâchons pas nos plaisirs, c'était tout de même une victoire. Nous pouvons tout de même nous poser une question. Qu'a fait la conférence des évêques de France dans cette affaire? A-t-elle poussé les résistants à saisir le Conseil d'État? A-t-elle agi en sous-main pour que le Conseil d'État soit saisi, pour que des actions soient menées pour la réouverture des églises pendant le mois de mai? Que nenni, la conférence des évêques de France n'a strictement rien fait. Oui, il y a eu quelques petites déclarations par-ci par-là, mais rien de significatif. En fait, l'acte de résistance a été fait par des personnes physiques ou par des institutions laïques qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes et de secouer le cocotier. C'est tout de même étrange, parce que la conférence des évêques de France doit tout de même se battre pour sa raison d'être, qui est notamment que les églises soient ouvertes et qu'il y ait des messes dans les églises. Pourquoi la conférence des évêques de France n'a-t-elle pas bougé? Petit retour en arrière. Avant les élections de 2017, il se trouve que la conférence des évêques de France avait rédigé un document très, disons-le aimablement, très politiquement correct, ayant pu tout à fait être écrit par une loge franc-maçonne. Un document qui vantait les mérites du vivre ensemble, de la société pacifique, de la douceur de vivre, du fait qu'il fallait absolument éviter de voter pour la haine et la violence. Bon, on comprenait en gros ce que tout cela voulait dire. Et en tout état de cause, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le message était tout à fait clair, il ne fallait pas voter pour certains et voter pour d'autres. Voilà ce qui avait été dit par ce document qui finalement, disons-le clairement, poussait à voter pour Macron au deuxième tour, et je pense, mais ce n'est qu'un avis personnel, que beaucoup d'évêques ont voté pour Macron au second tour. Alors en 2020, désavouer Macron pour lequel on avait voté, ça peut être un petit peu gênant. Cela dit, le gouvernement, depuis que Macron est au gouvernement, depuis que Macron est président de la République, n'a de cesse que d'entailler la religion catholique et de l'abaisser par tous les moyens. La question que l'on peut légitimement se poser est la suivante: les évêques de France prendront-ils un jour la tête de la résistance catholique ou laisseront-ils toujours les laïcs s'en occuper? Nous pouvions penser que c'était tout de même le job des évêques de résister pour que la religion catholique ne tombe pas dans les oubliettes. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à demain et je vous souhaite une très bonne soirée.
gouvernement français a donc pris la décision de libérer 13 500 prisonniers des prisons de France. Motif, le coronavirus, évidemment. Nous étions dans une surpopulation carcérale. Par cette mesure de 13 500 libérations, nous arrivons à un taux d'occupation des prisons de 98%. Nous sommes donc en dessous du seuil maximum pouvant accueillir des prisonniers. Ça, c'est tout de même quelque chose d'exceptionnel. Nous retrouvons un panorama normal grâce à cette magnifique libération de 13 500 prisonniers. Alors, comme nous sommes des gens particulièrement agiles intellectuellement chez TV Liberté, nous avons fait un petit calcul. Alors, je vous prie de m'excuser si vous avez du mal à suivre, parce que c'est vrai que nous sommes d'un niveau intellectuel un peu supérieur chez TV Liberté, mais essayez s'il vous plaît de faire un effort. Il y avait plus de 70 000 prisonniers en France dans les prisons. On en libère 13 500. Il en reste donc 60 000 environ. J'arrondis. Eh bien, et c'est là où les gens de TV Liberté sont absolument exceptionnels, c'est que nous avons fait un calcul extrêmement fin. Si nous libérons les 60 000 prisonniers restants, combien va-t-il rester de prisonniers dans les prisons? 60 000 moins 60 000 égale 0. Bon, c'est vrai que c'est très technique et compliqué comme calcul, mais je pense qu'il faut essayer de comprendre. Parce que si le ministère libère à nouveau 60 000 prisonniers, il n'y aura plus du tout de problème dans les prisons. Nous aurons intégralement réglé le problème des prisons. Donc je pense que le gouvernement doit y réfléchir. C'est une mesure qu'il doit mettre en route le plus vite possible. Alors, je reviens maintenant aux 13 500 prisonniers libérés. À mon avis, il y a quand même deux gros inconvénients dans cette libération. Pour les 13 500, ça n'est pas drôle du tout. Mettez-vous à leur place. Ces prisonniers sont nourris, logés, blanchis. Ils peuvent le soir regarder dans une salle commune des vidéos ou des films pornographiques. Ils peuvent faire du sport en salle, ils peuvent faire du sport dans la cour, ils peuvent discuter entre eux, les portables circulent. C'est tout de même une vie qui n'est pas franchement catastrophique. Eh bien, on les rejette dans la nature, mais où vont-ils aller? Dans quel logement? Qui va s'occuper de leur linge? Qui va leur faire leur repas? Donc nous compliquons considérablement la vie de 13 500 personnes. 13 500 mécontents probablement. Et puis à côté de ça, eh bien, il y a toute la population française, et là, elle va être un peu mécontente, parce que les 13 500, nous savons que des prisonniers libérés sont très souvent des récidivistes, voire des multi-récidivistes. Donc nous allons avoir une hausse importante d'actes délictueux dans les semaines qui viennent. C'est mathématique, c'est une évidence, ça ne se discute pas. Donc finalement, les libérés ne seront pas forcément très contents, et ceux qui vont accueillir les libérés, c'est-à-dire toute la société française, ne sera pas forcément très contente. Décidément, la Macronie en marche mécontente tout le monde. Nous pourrions dire que la Macronie en marche nous conduit vers un certain chaos. Je vous dis à demain et vous souhaite une excellente soirée. Les forces de l'ordre, qu'il s'agisse des gendarmes, qu'il s'agisse des CRS, qu'il s'agisse des policiers, exercent une mission particulièrement difficile et complexe dans nos sociétés fragiles. C'est justement de préserver le mieux possible l'équilibre social qui est le nôtre. Nous savons que tout cela est compliqué et nous ne pouvons que les remercier pour ce qu'ils font. Cela dit, depuis un certain nombre d'années, nous assistons à de véritables dérapages qui peuvent poser de graves problèmes. Prenons un exemple récent. Nous avons vu tourner sur Internet une vidéo ou des photos tout à fait consternantes de policiers
dans une église en train de brutaliser un prêtre qui était en train de dire la messe dans ses habits sacerdotaux, les policiers étant accompagnés d'un policier en civil à la carrure d'athlète, les policiers étant armés, ce qui est absolument illégal car les policiers et les gendarmes n'ont pas le droit de rentrer armés dans une église, donc ce genre de vidéo ou de photo fait évidemment beaucoup de mal au sentiment que la population peut avoir envers les forces de l'ordre. Je voudrais faire un tout petit retour en arrière et revenir en 2013, au moment des très grandes manifestations contre la loi Taubira. Nous avons à l'époque assisté à une sorte de déchaînement des forces de l'ordre contre les manifestants, déchaînement qui s'est traduit par de nombreux manifestants totalement pacifiques, à la fois maltraités, à la fois emmenés dans des conditions peu agréables dans des commissariats de police, voire même dans des sortes de prisons. Donc nous avons assisté à une répression qui était pour partie illégale, qui était en général totalement illégitime, car les manifestants en question n'avaient absolument rien à se reprocher en l'occurrence. En revanche, en 2013, au même moment, nous avons assisté à des émeutes au Trocadéro à la suite d'un match de football. Et là, les banlieues sont remontées jusqu'au Trocadéro, ont mis à feu et à sang le quartier du Trocadéro. Et là, très curieusement, les forces de l'ordre étaient totalement sur le retrait, ont laissé les choses se passer, c'est-à-dire ont laissé l'émeute se développer et auraient arrêté une vingtaine de personnes, en général relâchées immédiatement. Nous voyons bien un deux poids, deux mesures. Et dans les manifestations de 2013 contre la loi Taubira, il est évident que l'action des forces de l'ordre a souvent été illégale, illégitime et, disons-le, aussi honteuse que lorsque ce malheureux prêtre a été maltraité il y a quelques jours. Cela signifie qu'il faut se méfier tout de même de la façon dont les ordres sont répercutés et dont les ordres sont exécutés. Nous avons un gendarme qui a établi un document écrit en disant que justement le gouvernement donnait des ordres qui étaient tout à fait inadmissibles aux forces de l'ordre et le gendarme disait qu'il fallait un jour que les gendarmes, les policiers, les CRS disent non, nous n'obéirons pas à des ordres manifestement illégaux, manifestement illégitimes et souvent honteux. Cette lettre, ce document de ce gendarme est évidemment partagé, nous le savons par nos réseaux, par un très grand nombre de gendarmes, de policiers ou de CRS. Cela dit, il est évident que les forces de l'ordre aujourd'hui obéissent assez aveuglement à des ordres, qu'ils soient illégaux, qu'ils soient illégitimes ou qu'ils soient honteux. Et il faut donc que la société soit très vigilante par rapport à ces actions des forces de l'ordre, car nous n'avons aucunement l'intention de rentrer dans une dictature à la fois gouvernementale et policière, les uns s'appuyant sur les autres. Il faut donc que la vigilance soit de mise dans cette affaire. Et je vous dis à demain et vous souhaite une excellente soirée. Madame Diallo, la coqueluche de nos médias, l'africano-gauchisto-islamo-féministe Madame Diallo, a proféré des paroles qui sont tout à fait passionnantes. Elle a en effet récemment déclaré que puisque les bonnes Françaises et les bons Français portaient des masques, il était tout à fait logique que les femmes musulmanes puissent se voiler. Elle comparait donc le masque qui protège du coronavirus du voile que peuvent porter les femmes musulmanes. Et là, nous sommes exactement dans le genre de déclaration que nous voulions entendre. En effet, regardons les choses très simplement. Le masque que nous nous mettons lorsque nous allons faire des courses
pour éventuellement nous protéger du coronavirus, est un petit masque de protection qui masque simplement le nez et la bouche et qui a pour but en fait de se protéger de ses voisins qui peuvent eux avoir le coronavirus et qui peuvent aussi protéger nos voisins si nous sommes porteurs du coronavirus. Nous sommes donc dans un système de protection extrêmement simple qui est provisoire, qui marche fort bien, n'en déplaise à M. Macron pendant des semaines, qui ne croyait pas du tout dans la qualité du masque, et c'est donc un masque de protection tout à fait simple, de petite dimension et fort sympathique. Madame Diallo ne dit pas autre chose. Mais elle rajoute que le voile, finalement, c'est un petit peu la même chose, ça consiste à voiler la face, et donc, puisque l'on permet le masque, il faut permettre que le visage soit intégralement masqué par un voile complet, un voile qui sans doute ne laisse passer que les yeux. Et là, nous sommes au cœur du vivre ensemble. Madame Diallo explique très simplement et très clairement que les femmes musulmanes doivent impérativement se protéger intégralement de tout contact avec la population blanche, la population de race blanche, cette population honnie, cette population qu'il faut fuir jusqu'à ce qu'elle soit conquise. Et là, nous sommes dans la joie de voir qu'une femme islamo-africano-gauchiste et féministe explique très sereinement et très clairement que le vivre ensemble est absolument impossible. Les femmes musulmanes doivent se protéger intégralement de tout contact avec la population française porteuse de microbes, comme le masque protège du coronavirus. Je pense que les médias devraient tout de même réfléchir avant de donner la parole à des personnes qui, en fait, sont exactement dans la logique inverse de ce que nos médias, justement, veulent nous faire avaler comme contre-vérité, comme pensée absurde, car le vivre ensemble, évidemment, dans ces conditions, apparaît complètement absurde. Il faudrait donc que nos médias se disent, bon, nous allons avoir des égéries, nous allons avoir des coqueluches, nous allons interroger des gens, mais pas forcément Madame Diallo, qui va finalement exactement à l'inverse de ce que souhaitent diffuser comme message intelligent nos grands médias politiquement corrects. Donc, quoi qu'il en soit, je remercie infiniment Madame Diallo qui, à l'inverse d'Alain Juppé, dit clairement que le vivre ensemble heureux n'est pas possible et que la population musulmane des femmes doit être protégée par tous les moyens, dont des moyens les cachant complètement, doit donc les protéger de cette population française de race blanche profondément haïssable. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente fin de semaine.